Madame, Monsieur, c'est l'heure de vous informer sur Règle Magazine. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur nos antennes. À la une d'actualité, dans le cadre de sa tournée en Amérique latine, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Modianvita, a rencontré ce mardi 12 août 2025 son homologue brésilien. Cette rencontre a abouti à la signature des mémorandums d'entente axés sur le renforcement des capacités des FARDC, acquisition d'équipements, formation spécialisée et coopération industrielle militaire. Suivez. Cette rencontre a abouti à un mémorandum d'attente axé sur le renforcement des capacités des forces armées de la République démocratique du Congo, acquisition d'équipements, formation spécialisée et coopération en industrie militaire. La délégation congolaise a également visité l'Agence nationale des télécommunications du Brésil, découvrant les dernières avancées en cybersécurité. Kabombo Modianvita a salué ces échanges comme des leviers stratégiques pour la sérénité nationale. Cette mission s'inscrit dans la vision du président de la République et la première ministre Judith Suminwa pour une armée congolaise modernisée et mieux équipée. La tournée se poursuivra dans d'autres pays de la région pour élargir le partenariat dans la défense et l'innovation technologique. Restons toujours dans le même chapitre de la défense. Les forces armées de la RDC dénoncent multiples attaques de ces positions par le rebelle de la FC M23 dans l'est du pays qui constituent violation intentionnelle et manifeste de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha par l'AFC M23 signée récemment. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo prennent à témoin la communauté nationale et internationale sur l'attitude belliciste de l'AFC M23 et de multiples attaques perpétrées par cette coalition contre leurs positions au nord Kivu et au sud Kivu. À ces attaques quasi quotidiennes s'ajoutent des massacres ciblés des populations civiles congolaises sans défense, en majorité Hutu au nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent cette violation intentionnelle et manifeste de l'accord de paix de Washington et de la déclaration des principes de Doha, ainsi que les propos dilatoires distillés dans les médias et les réseaux sociaux pour justifier cette attitude, tout en restant respectueuse des engagements pris par le gouvernement de la République dans le cadre des processus de Washington et de Doha pour le retour d'une paix durable dans la partie orientale de notre pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de répondre de manière appropriée à toutes les provocations de cette coalition habituée à violer. Poursuivons toujours dans le même chapitre, la situation sécuritaire reste tendue au nord et au sud Kivu, alors que le processus de paix de Doha stagne, la méfiance grandit entre l'armée congolaise et la rébellion du M23. Le gouvernement congolais et la rébellion qui avaient pourtant signé une déclaration des principes sous médiation qatari le 19 juillet à Doha au Qatar s'accusent mutuellement de violations de cessez-le-feu et de provocations. Une impasse diplomatique qui met à l'épreuve les espoirs de paix dans l'est du pays. Suivez. Alors que la déclaration de paix signée entre le gouvernement et l'AFC M23 prévoyait l'ouverture officielle des négociations le 8 août en vue d'aboutir à un accord de paix global le 17 août 2025. Cependant, cette étape n'a toujours pas débuté, laissant planer un blocage outre-attaques politiques et tensions armées s'opposaient. Sur terrain, au nord comme au sud Kivu, les affrontements et les mouvements des troupes de l'FC M23 se poursuivent, alimentant un climat de méfiance. Chaque camp accuse l'autre de violer les engagements pris à Doha et de compromettre la mise en œuvre de cessez-le-feu. Dans un communiqué publié le mardi, le FARDC accuse l'FC M23 de multiples attaques contre leur position dans les deux provinces, qualifiant cette attitude de belliciste. L'armée réaffirme que les offensives quasi quotidiennes s'accompagnent de massacres ciblés de civils, notamment au Nord Kivu. Elle dit même se réserver le droit de réponse, provocation et de violations répétées des accords. Cette situation inquiète les populations civiles. Celle-ci continue malgré tout à placer leurs espoirs dans le processus de Washington et de Doha pour amener la paix au pays.
Parlons d'autre chose à présent. Les centres des conférences d'Ivato Antananarivo à Madagascar s'apprêtent à accueillir ce dimanche 17 août 2025 la 45e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements membres de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. Il s'agit d'un moment historique pour Madagascar devenu État membre de la SADC en août 2005. Suivez. Axé sous thème faire progresser l'industrie, la transformation agricole et la transition énergétique pour une SADC résiliente. Le sommet se concentrera sur l'accélération de l'intégration régionale à travers deux piliers clés, le renforcement des capacités industrielles et des chaînes de valeur régionales, la modernisation de l'agriculture et la promotion d'une transition énergétique inclusive, tout visant à construire une région SADC résiliente, durable et cohésive, selon les communiqués de la SADC publiés le mardi 12 août 2025. Au cours du sommet, M. André, président du Madagascar, assumera officiellement la présidence de la SADC, succédant à Emerson, président de la République du Zimbabwe. Bien avant les travaux des chefs d'État, les conseils de ministres de la communauté de développement de l'Afrique australe se réunissent du 12 au 14 août 2025 à Antananarivo, en République du Madagascar, pour délibérer sur les principaux programmes politiques et interventions visant à accélérer l'intégration régionale, à renforcer la paix et la sécurité et à favoriser un développement économique inclusif. Cette réunion sert de plateforme préparatoire au 45e sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC, au cours de laquelle les documents finaux et les recommandations seront présentés pour examen et adoption. Selon les communiqués de la SADC, la réunion du Conseil de cette année se déroule sous les thèmes du sommet « Faire progresser l'industrie, des transformations agricoles et la transition énergétique pour une SADC résiliente ». Selon les communiqués finaux consultés par nos sources, cette réunion a recommandé la consolidation des termes de référence et les documents afférents concernant la médiation de l'Union africaine et les panels de facilitateurs de EAC-SADC, lesquels seront soumis à l'approbation du sommet conjoint EAC-SADC. Un sommet extraordinaire virtuel de chefs d'État et de gouvernement de la SADC et de l'EAC a été annoncé dans les prochains jours. Il sera question de communiquer ces nouvelles recommandations aux différents chefs d'État et de deux blocs régionaux. Cette réunion a été tenue sous la direction de William Ruto, président de la République du Kenya et président en exercice de l'EAC, et Emerson, président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, en présence du président de la Commission de l'Union africaine. Ce sommet au niveau régional intervient après deux grandes initiatives diplomatiques majeures au niveau international. D'abord, la signature de paix entre Kinshasa et Kigali sous la médiation des États-Unis d'Amérique et la signature de la déclaration des principes entre les délégués du gouvernement congolais et ceux de la rébellion AFC M23 à Doha sous la médiation du Qatar. Ces deux accords sont considérés comme des premiers pas dans la recherche de la solution à la crise sécuritaire dans la région des Grands Lacs et particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. Poursuivons, le général militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, s'est envolé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la matinée du mardi 12 août 2025, d'après le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de l'armée loyaliste en Ituri. L'autorité provinciale a été rappelée par sa hiérarchie à Kinshasa dans une mission officielle de 15 jours. Suivez. À Kinshasa, le gouverneur fera 15 jours et à cette mission va également lui permettre de plaider comme toujours et aussi faire une bonne coordination entre le gouvernement central et l'administration militaire en Ituri au bénéfice de la population sur le plan sécuritaire mais aussi humanitaire, a indiqué Gilles Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri. Et en ces temps où les opérations militaires se déroulent dans plusieurs entités de la province de l'Ituri, l'armée appelle la population à la vigilance et à collaborer avec le service de l'ordre et de sécurité. Surtout la vigilance et la résilience au moment actuel sont d'importance capitale pour faire face aux menaces qui guettent la province. Continuer à dénoncer et aiguiser la collaboration avec les forces de défense et la sécurité, exhorte l'armée loyaliste. Malgré les efforts consentis par l'armée de la République démocratique du Congo dans la restauration de la paix en province de l'Ituri, des attaques des hommes armés en territoire de Djougou, Oromo,
coupées aux fusillades en ville d'Ebunia se sont intensifiées ces 2 dernières semaines, causant la mort d'une dizaine de personnes. Revenons à Kinshasa, la cérémonie de remise et reprise a eu lieu ce mardi 12 août 2025 au cabinet du ministère des Affaires foncières entre la ministre sortant Acacia Mbongo et la ministre entrant Onej Ntsele en présence du secrétaire général AI aux affaires foncières représentant du secrétaire général du gouvernement empêché. Suivez. Cette cérémonie de remise et reprise qui s'est déroulée ce mardi 12 août au ministère des Affaires foncières marque le passage de témoin entre la ministre d'État sortant Kassia Bandoubola Mbongo et la nouvelle ministre Onej Ntsele. La cérémonie a eu lieu en présence du secrétaire général par intérim du ministère des Affaires foncières qui a félicité les deux ministres pour leur nomination et a remercié le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi que la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour leur confiance. Après la lecture et la signature du procès-verbal, Acacia Bandoubola Mbongo a officiellement transmis le bâton de commandement à sa successeur. Dans son discours, la ministre d'État sortante a exprimé sa profonde gratitude envers le président de la République et la première ministre pour la confiance qu'ils lui ont accordée. Elle a également brossé un tableau de ses réalisations au cours de son mandat avant de féliciter chaleureusement Onej Ntsele pour sa nomination et de lui souhaiter plein succès dans ses nouvelles fonctions qu'elle a qualifiées d'exaltantes et d'exigeantes. Madame la ministre entrante des Affaires foncières, Monsieur le sénateur général des Affaires foncières, Mesdames et Messieurs ici présents, en vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est avec les sentiments du devoir accompli, au service exclusif de la nation, que je transmets aujourd'hui les responsabilités de ce ministère stratégique. Permettez-moi d'exprimer à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ma gratitude pour l'honneur, un signe de la confiance en me nommant à ces postes. À Madame la Première ministre, chef de gouvernement, pour son soutien indéfectible, socle qui a rendu possible chaque réforme entreprise. De ma prise de fonction, une ligne de conduite a guidé chaque décision. Servir l'État et non les intérêts égoïstes. Conformément à la lettre de mission de son Excellence Madame la Première ministre, j'ai engagé des transformations structurelles. 1. L'interdiction de déclarer les biens mobiliers sans maître. Dès mes premiers jours, cette pratique génératrice des conflits fonciers a été abolie par une instruction saluée par les communautés communes comme une avancée majeure pour la paix dans les secteurs fonciers. 2. La croisade contre la spoliation du patrimoine foncier de l'État. Par des opérations systématiques de descente de terrain et des audits fonciers, nous avons empêché la spoliation des terrains de l'État et avons restitué à la nation des milliers d'hectares indûment accaparés par des tiers, mettant fin à des décennies de thésaurisation de terres. Et pour finir, en santé, 15 structures de santé ont fermé leurs portes à Kaélé et Katana dans la province du Sud Kivu. Cette situation fait suite aux affrontements violents dans cette zone depuis début 2025. L'organisation Médecins sans frontières, qui l'annonce dans un communiqué, indique qu'après une évaluation faite en mars 2025, 10 structures de santé ont été endommagées et 16 pillées dans les zones de santé de Kaélé et Katana. Suivez. À en croire ces communiqués, les patients font face à des barrières d'accès aux soins telles aux difficultés économiques et l'insécurité. Médecins sans frontières enseigne que son intervention d'urgence à Katana et Kaélé a permis à plus de 2480 personnes de bénéficier des soins vitaux gratuitement entre mai et juillet 2025. Selon toujours cette organisation, les systèmes de santé est au bord de l'effondrement au Sud Kivu suite au conflit armé. De mai à juillet,
Médecins sans frontières a offert gratuitement des soins vitaux à plus de 2480 personnes et rétablissent des services essentiels, notamment grâce à l'importation de dons de fournitures médicales qui ont soutenu les structures locales et répondu aux soins d'urgence des communautés, peut-on lire dans ces communiqués. Ici a de signaler que plusieurs structures de santé au Sud Kivu font également face à un manque, créant des stocks de médicaments depuis la prise de la ville et de certains territoires par le rebelle du M23. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur nos antennes de Aigle Magazine. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité. Merci.